Je reçois chaque jour des dizaines de questions sur Instagram, sur mon voyage au Japon, sur qu'est-ce qu'il faut faire, les transports, toutes les choses comme ça. Et je prends le temps de répondre à tout le monde à chaque fois, mais peut-être que ce serait bien de rassembler toutes ces questions au même endroit. Donc aujourd'hui, on va répondre à toutes tes questions sur le Japon. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Talia, je crée du contenu voyage sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube principalement. J'ai également un podcast depuis peu où j'interviewe des personnes autour de leur parcours, sur le voyage. Donc je te laisse toutes les informations dans la description. Évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu le fais maintenant, tu lâches un petit j'aime, un petit commentaire, comme ça la chaîne elle est de plus en plus référencée, je peux faire de plus en plus de contenu, ça me met en avant, tout le monde est content. Alors on va tout de suite passer à Instagram. Je vous ai posé la question sur Instagram, donc si tu ne me suis pas là-bas, c'est l'occasion d'aller me suivre. Et je vais essayer de voir, j'ai pas du tout ouvert la boîte à questions, donc je sais pas s'il y a eu beaucoup ou pas beaucoup de questions, et s'il faut, on va trier. Alors, il y a eu quand même pas mal de questions là sur Instagram. Je vais reprendre du début et je vais essayer de répondre à tout. Et s'il y en a qui se répètent, bah on les zappera. Comment as-tu fait pour communiquer? Restaurant, Goshuin, magasin. Alors, moi, il faut savoir que je parle pas un mot de japonais. Vraiment, genre, je ne parle pas japonais. Je sais dire bonjour, au revoir, merci, excusez-moi. Voilà, 4 mots. Ça se compte sur les doigts d'une main. Franchement, le langage du corps, déjà, c'est hyper facile. Je parle anglais, donc ça facilite dans les grandes villes. Franchement, les gens qui disent que les Japonais parlent pas anglais, c'est faux. Moi, je trouve qu'ils parlent plutôt bien anglais la plupart du temps. Et en tout cas, j'ai pas eu trop de soucis à me faire comprendre. Il y a beaucoup de traductions. Ils ont eu les JO il y a pas longtemps, donc tout est traduit dans Tokyo, dans Kyoto, etc. C'est pas compliqué. Et ensuite, bah, tu te débrouilles un petit peu en essayant de montrer des trucs, tout ça. Et en dernier recours, Google Trad. Tu télécharges Google Trad sur ton téléphone. Ça m'a beaucoup servi Google Trad quand j'ai voulu pour la première fois comprendre comment ça marchait, le système d'envoi des bagages d'un hôtel à un autre. J'avais pas cette option-là dans mon hébergement, donc je l'ai fait dans des combini, dans des 7-Eleven. Et j'étais face à la nana et j'étais là en mode bon, je sais pas trop comment communiquer avec elle. Donc là, on mettait Google Trad, je me mettais en vocal, hop, je parlais, traduction, je lui montrais en japonais, après je lui tendais mon téléphone, elle parlait, Donc évidemment, ça casse la conversation, mais bah, du coup, on s'est comprises et on a bien communiqué. Les tatous, c'est compliqué dans les onsen. Ah, pour ceux qui ne savent pas, j'essaie de pas toucher au micro. Je sais pas si vous le voyez. Donc, est-ce que c'est compliqué? Oui et non. J'explique. Au quotidien, pas de souci. Hein, sur les tatouages, vous êtes étranger, ça posera aucun souci. Le seul endroit où ça peut être compliqué, c'est dans les onsen. Les bains, en fait, publics où bah, tu te baignes tout nu avec d'autres gens. C'est culturel, c'est comme ça, je l'ai fait. C'est particulier au début, mais tout va bien. Il y a différents types de onsen. Sur les onsen très traditionnels où c'est collectif, où tu te baignes à plusieurs dans le même bain, ça peut être compliqué. En général, c'est indiqué. Si c'est pas indiqué, pose toujours la question, histoire de pas avoir de déconvenus par la suite. Ensuite, il y a les bains privés. Dans les bains privés, la plupart du temps, il n'y a aucun souci puisque tu es tout seul dans ton bain. Donc à ce moment-là, voilà, personne sait que tu as des tatouages vu que personne te voit. Et ensuite, il y a des bains publics où c'est toléré, voire où c'est complètement accepté. Donc il faut vraiment se renseigner avant. Moi, j'en avais un dans mon hébergement, mon deuxième hébergement à Kyoto, qui était intégré dans mon hôtel. Et là, c'était tatou ok. Donc j'avais bien demandé à l'accueil, il m'avait dit oui, oui, pas de souci. Et donc, aucun problème. J'avais été un petit peu plus embêtée dans mon hôtel à Osaka, qui avait aussi un onsen public par courtoisie. Moi, je demande toujours aux hébergements, même si j'avais vérifié avant sur leurs informations que c'était pas écrit tatouage interdit. Et là, au moment où je demande, ils me disent bah non, c'est interdit. Et je leur dis bah je comprends pas parce que c'est indiqué nulle part. Enfin, vous recevez du public, vous recevez du touriste, c'est un hôtel qui est fait pour ça. Voilà, il faut le mettre en avant si vous n'acceptez pas. Et donc, on a pas mal échangé. Ils sont même allés vérifier sur leur site. Ils ont dit ah bah oui, c'est pas indiqué, notre faute, ok. On discute un petit peu et en gros, ils me disent bon, il y a pas de souci, vous êtes de bonne foi, vous pouvez utiliser les onsen, juste faites attention si jamais certaines personnes vous regardent et ont peur. J'étais là en mode mais comment je sais si des gens ont peur de mes tatouages? Enfin, en plus c'est des fleurs, mais c'est comme ça, c'est culturel, c'est associé au yakuza, donc à la mafia japonaise, donc il faut y faire attention. Et sinon, il y a aussi des patchs qui existent et dans certains hôtels ils les fournissent, qui couvrent tes tatouages, genre seconde peau un petit peu. Et l'histoire dans cet hôtel, comment ça s'est fini, c'est que je suis montée presque avant la fermeture pour aller prendre le bain. Au moment où je rentre, il y a des dames âgées japonaises qui sortent du onsen parce que en gros t'as toujours une salle avant où tu te déshabilles, tu mets tes affaires dans un casier et tu rentres juste avec ta serviette que tu laisses sur le côté et après tu rentres dans le bain tout nu. Voilà. Et donc les dames elles sortent et du coup moi je fais mine de me roser les cheveux, de me mettre de la crème et tout pour leur laisser le temps de partir et j'en ai une qui m'enchaîne en japonais, je comprends rien et qui en gros me montre en mode tiens tu peux poser tes affaires là, vas-y l'eau elle est bonne et tout machin et je suis là en mode mais là je suis en train de gagner du temps parce que je veux pas te faire peur avec mes tatouages. Elle était trop mignonne avec moi et vraiment dans ma tête j'étais là en mode oh là là mais si jamais j'enlève mon haut elle va paniquer,
parce qu'elle va voir mes tatouages et tout. Donc voilà, j'ai attendu que les petites mamies japonaises elles partent et au final j'ai lu Onsen pour moi tout seul, il n'y avait plus personne. Prochaine question. Est-ce que c'est facile de se déplacer en train pour lire les affichages, bien desservis, etc. Franchement, c'est trop facile le Japon. Moi, j'ai pas compris. Je me suis mis la pression toute seule à cause des réseaux sociaux parce que tout le monde fait un cinéma autour des transports au Japon. Les transports au Japon, qu'on se le dise aujourd'hui une bonne fois pour toutes, c'est facile. C'est hyper bien desservi, hyper bien indiqué. Et sauf si t'es un aventurier, tout ça, t'as internet parce que t'as pris ta eSIM, ta carte SIM ou ton pocket Wi-Fi. Si t'as internet, t'as Google Maps. Si t'as Google Maps, t'es sauvé. T'es sauvé. Google Maps, c'est ton meilleur ami. Il va t'indiquer la voie, l'heure. Il te dit même dans quel wagon monter. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que sur Google Maps, t'as le train, t'as le sens du train, t'as les wagons comme des petits carrés qui sont indiqués. Et à la fin, ça termine avec un carré qui est pas carré, qui est en pointe, un petit peu en triangle. Et en fait, c'est le sens du train. Donc si le triangle est par là, le train va par là. Si le triangle est par là, le train va par là. Et donc tu sais même dans quel sens il arrive et il te met en couleur le wagon dans lequel monter pour être au plus proche de ta sortie lorsque tu arrives à ta gare d'arrivée. Donc franchement, Google Maps, meilleur ami, les transports, c'est facile. C'est à l'heure, c'est propre, c'est trop bien. Pour avoir la 4G là-bas, tu as pris une carte SIM. Tu peux nous expliquer comment tu as fait? Moi, j'avais pris une eSIM de 30 jours. Je crois que je l'avais payé 70 € avec Olafly. Et du coup, j'ai eu Internet partout, tout le temps. J'avais sur mon téléphone désactivé ma SIM classique, activé ma eSIM. Et voilà, c'est tout. Ah bah regardez! Pas trop dur de se repérer dans le métro. Du coup, j'ai répondu, ne fais pas le fou dans la gare de Shinjuku, qui est une des plus grandes gares du monde. Va pas te dire, moi je connais, je mets pas Google Maps. Non, 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 là tu vas te perdre. C'est une ville souterraine, c'est un truc de fou comment c'est grand. Mais par contre, c'est pas dur. Tu suis les panneaux, t'écoutes ce que Google Maps te dit. Si écrit sortie 2A, tu regardes 2A, ah bah c'est par là, hop, tu sors. Vraiment, c'est hyper facile. Question suivante. As-tu ressenti un tremblement de terre? Si oui, que faire? Alors non, pas du tout. Moi, j'y étais il y a... Je sais pas s'il y en a eu, parce qu'il y en a souvent des petits, des légers, mais j'ai rien de ressenti. Et il y en a pas eu de gros quand j'y étais, donc j'ai pas de conseils spécifiques là-dessus. S'il y en a parmi vous qui ont des conseils, balancez dans les commentaires, mais moi, du coup, j'ai pas... Je vais pas te donner des infos alors que j'ai pas vécu le truc. Et je vous assure, c'est la question qui revient le plus souvent. Comment prendre les transports en commun, s'il te plaît? C'est hyper facile. Vraiment, je vous jure que tout le monde se prend la tête avec ça. Alors, quand tu es en France, si tu as déjà été à Paris, c'est bon, tu sais faire. Si tu sais faire à Paris, tu sais faire au Japon, c'est pareil. Très concrètement, tu prends ton téléphone, tu mets ton point de départ, ton point d'arrivée, tu mets itinéraire et tu suis Google Maps. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Après, au niveau praticité du truc, tu as ta carte Icoca, Suica, Passmo, peu importe laquelle, tu peux l'avoir en dématérialisé sur ton téléphone. Pour biper à l'entrée du métro, en fait, t'as pas un ticket de métro au prix, tu as un ticket de métro qui a un prix en fonction des stations et du trajet que tu fais. Donc c'est pas le même prix selon si tu fais une station, 3 stations, 10 stations. Donc en fait, quand tu rentres dans le métro, tu badges ta carte, ça enregistre l'endroit où tu es rentré, et quand tu sors du métro, tu rebadges et ça te décompte l'argent de ton trajet. Mais à part ça, franchement, c'est facile. Pour les trains plus grande vitesse ou intercité, je crois Paris, interville, là tu peux prendre des tickets. Dans ce cas-là, ça se passe dans les gares, tu as des bornes, souvent c'est les bornes vertes pour les Shinkansen, et je crois qu'il y a d'autres bornes à côté, peut-être pour les trajets ligne locale. Tu vas sur les bornes, tu fais la queue, tu rentres tes informations, gare de départ, gare d'arrivée, la date, l'heure, machin, cliquer, tu payes, t'as ton ticket qui sort, boum, c'est bon. Je te conseille, parce qu'on fait la queue tout le temps au Japon, si tu vas t'acheter des tickets pour certains trajets, si tu peux prévoir plusieurs trajets d'un coup, fais-le, plutôt que faire la queue 10 fois pendant ton séjour, parce que ça peut être long. Faut-il réserver le train entre les villes en avance? On continue sur les transports. De toute façon, c'est ce qui revient vraiment le plus souvent. Oui et non. C'est-à-dire que sur un trajet, par exemple, Kyoto-Nara, des petites villes comme ça, Kyoto-Osaka, où il y a des trains tout le temps, vraiment, il y a des trains peut-être toutes les demi-heures, je pense. Là, c'est pas forcément utile de réserver un ticket, tu peux te pointer, prendre ton ticket, voire même juste badger ta carte ou badger ton JR Pass si t'as un JR, même si c'est devenu moins rentable d'avoir un JR avec l'augmentation des prix. Mais sinon, non, tu viens, tu prends ton ticket. Maintenant, comme je te l'ai dit, quand tu vas acheter des tickets, ce qui est chiant, c'est que tu vas faire la queue. Donc si tu peux prévoir et anticiper pour ne faire la queue qu'une ou 2 fois et avoir 5-6 tickets d'avance pour éviter d'y repasser à chaque fois, c'est mieux. As-tu eu des restaurants favoris? Sanrio? Je sais pas, mais en tout cas, tu vas à Shibuya. À Shibuya, tu as la grande tour, Shibuya Scramble Square, d'accord? Là où il y a le Shibuya Skyro. Tu montes tout en haut de la tour avant l'observatoire. Au niveau, en fait, où tu arrives à l'observatoire et qu'on te demande ton ticket pour l'observatoire. Là, imagine, tu es devant le truc de ticket de l'observatoire, tu es devant, tu vas à gauche, d'accord? Tu vas à gauche sur le couloir, et là, tu as un restaurant, ok? Tu fais la queue, tu t'assois, il y a des petits sièges dans l'angle, tu t'assois, tu fais la queue, tu attends ton tour. Et quand on va venir te voir, tu dis que tu veux la vue sur la fenêtre.
Et là, vous l'avez vu sur Instagram, si tu n'as pas vu, tu vas sur Instagram regarder, tu te retrouves dans un restaurant où vraiment tu as des tables, donc tu peux aller manger sur les tables, le restaurant est très bon, mais surtout, tu as un bar, enfin une tablette qui est collée aux vitres, donc tu es au dernier étage avant l'observatoire de la Shibuya Sky, et tu as des sièges, et tu as la vue sur le crossing de Shibuya. Et c'est trop stylé, et tu manges bien. Et c'est pas très cher parce qu'au Japon, tu manges pour pas trop cher. Je crois que j'en ai eu pour 20 €, j'avais plat, grosse glace au matcha, la meilleure glace de ma vie, une énorme glace comme ça, là j'ai tout déchiré, là j'ai tout mangé, un matcha et une autre boisson. Donc en vrai, j'en ai eu pour tout ça, plus la vue, j'en ai eu pour 20 €. Donc franchement, pépite. Un autre restaurant un petit peu sympa que j'ai bien aimé, c'était à Kyoto, c'est le Motoi Gyoza. Là-bas, j'ai mangé des gyoza à la truffe. Et il est inscrit au guide du Michelin, étoilé ou pas, je sais pas, parce que quelqu'un m'a encore dit sur Instagram, oui, non mais être au Michelin ou être étoilé, c'est pas pareil. Bah moi j'en sais rien, voilà, je suis pas professionnelle du guide Michelin, en tout cas c'est sûr il est au guide Michelin. Est-ce qu'il a une étoile ou pas, j'en sais rien, mais c'est très très bon, c'est pas cher, et tu peux goûter des gyoza à la truffe. Belle expérience. Hein. Et puis après, franchement, mange de tout partout. Au Japon, tu seras jamais déçu. On en parle dans l'épisode du podcast avec Pauline sur le Japon, où vraiment la nourriture, enfin où que tu ailles, c'est bon. Il y a des endroits où c'est encore meilleur, mais c'est bon partout. Donc fais-toi plaisir, les ramen, les soba, les machins, vraiment kiff. Non mais je vous assure, c'est un truc de fou. Comment réserver ses billets de train si on ne prend pas de JR Pass? Y a-t-il toujours des disponibilités sur... Et je vois pas la suite parce que ça coupe. Pour réserver le billet, je me répète, mais parce que c'est l'interrogation la plus fréquente, tu vas dans ta gare, tu vas sur les petites bornes vertes qui sont des bornes JR en fait, tu y vas, tu choisis donc le trajet que tu veux faire, et ensuite tu réserves ton siège, et tu payes et tu as ton ticket qui sort. Voilà. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que tu aurais fait autrement niveau organisation et activité avec le recul? J'aurais pas changé, très honnêtement, j'aurais pas changé grand-chose. Ouais. Parce que mon voyage, il était assez extraordinaire, assez exceptionnel, c'était un truc de malade. L'excursion à Hakone, elle était très cool, mais peut-être que j'aurais pu rester une nuit à Hakone pour faire d'autres sites que j'ai pas fait sur la ville. Donc ça. Le deuxième truc, mais vous le savez, c'est mon seul regret du voyage et j'en parle tout le temps, c'est Miyajima. L'île qui est en face d'Hiroshima, j'y suis allée et en fait je suis tombée amoureuse, enfin c'est incroyable l'ambiance qu'il y a là-bas, sauf que j'avais pris ma nuit à Hiroshima, donc j'ai dû revenir en milieu d'après-midi sur Hiroshima pour visiter un petit peu la ville et dormir. Si j'avais su, j'aurais pris ma nuit sur Miyajima, je serais restée toute la journée, j'aurais attendu que tous les touristes y passent, je serais allée voir mon petit tori dans l'eau au moment du coucher de soleil, ça aurait été incroyable. Voilà, donc si vous passez vers Miyajima, prenez une nuit, ça vaut vraiment le coup, l'ambiance est truc de ouf, vraiment truc de ouf. Et ensuite, pour le reste, franchement, je crois que je changerais rien. Je me suis éclatée, j'ai vu tous les trucs que je voulais voir, j'ai même vu des trucs voilà, que je savais pas que j'allais les voir. Donc non, à part ça, le reste, je changerais rien. Par contre, pour mes futurs voyages, je sais que j'ai des choses que je veux faire en plus que j'ai pas eu l'occasion de faire. Je suis allée à Kamakura, c'était cool. Je veux pousser jusqu'à Enoshima la prochaine fois, c'est la presqu'île qui est au bout. Donc j'ai pas pu le faire, mais je le ferai. J'ai pas pu aller à Yokohama, je sais que j'irai à Yokohama. C'est des petites choses comme ça où j'ai pas de regrets et je changerai pas mon voyage, mais par contre, j'anticipe pour une prochaine fois, puisque c'est sûr, je retournerai au Japon, sur les choses que j'ai envie de faire en plus par rapport à ce que j'ai déjà fait. Question suivante. Est-ce que la barrière de la langue est un problème en voyage solo? Est-ce que l'anglais approximatif peut suffire? Oui, anglais approximatif et Google Trad. Vraiment, je vous dis, j'ai eu aucun problème. Et l'avantage d'Instagram aujourd'hui, c'est que pour moi, Instagram, c'est un groupe social. C'est-à-dire que j'ai commencé à documenter ma vie là-bas tout de suite, dès le premier jour. J'ai eu des gens qui ont réagi, qui m'ont envoyé des messages. Et grâce à ça, j'ai rencontré des gens sur place. Donc il peut y avoir ça aussi, si tu as un petit peu peur au début, etc., de rencontrer des gens pour te permettre de casser un petit peu les barrières. Il y a des groupes Facebook qui existent. Moi, j'ai pas pris cette option-là parce que j'ai déjà organisé mon truc et tout. Peut-être que je le ferai la prochaine fois, ou peut-être pas, parce qu'en vrai, mon groupe Facebook, c'est mon Instagram. La prochaine fois, je vous dis, je suis au Japon entre telle date et telle date. Et tous ceux qui sont au Japon, vous me dites, on se voit, on va manger des ramen. Voilà, on fait ça. Avais-tu beaucoup de monnaie avec toi pour pallier les besoins resto, street food, etc. Ouais, j'avais toujours de la monnaie avec moi et moi j'étais partie en plus avec 600 000 yens en cash. Je crois que c'était ça, hein, 600 000. Peut-être j'abuse. Oh, je me rappelle plus. Mais je suis partie avec beaucoup d'argent en cash et j'ai encore retiré sur place parce que j'ai pété le budget, mais ça c'est pas grave. Si t'as pas vu ma vidéo sur mon budget, tu vas la voir, j'en ai fait une, donc je te laisse dans la description. Donc oui, j'ai toujours du cash sur moi parce qu'il y a des activités que tu peux pas payer autrement qu'en cash. Il y a certains restos, etc. qui n'acceptent que le cash, mais c'est dans les grandes villes plutôt rare. Tu peux quand même payer soit en carte bancaire classique, soit avec ta carte Suica, Passmo, etc., qui est une carte de transport, mais également de paiement.
Donc tu peux payer avec ça aussi. Et il y a des endroits par contre où oui, c'est cash only. Donc là, tu es obligé d'avoir du cash avec toi. Je pense aux temples, je pense aux Goshuin dans les temples. Si tu veux déjà ne serait-ce que faire ça, c'est du cash. Tu ne te poses pas la question, tu vas pas payer ton temple à la carte. Non, non, non. Il y a d'autres endroits où quand c'est un petit peu plus reculé, quand tu sors un petit peu des grandes villes, des grandes artères, là, ça peut aussi être en cash. Donc assure-toi d'avoir toujours un minimum sur toi, ce sera jamais perdu. Et au moins, tu peux pallier à si jamais il y a besoin, s'il y a un souci, tu payes en cash. Est-ce que tu as... Je vous jure, c'est le truc qui revient tout le temps. Mais c'est vraiment, je sais pas ce qu'on pourrait faire pour dédramatiser ça. Je crois que je vais vous faire un post par semaine là-dessus sur Instagram parce que ça revient non-stop. Est-ce que tu as eu des difficultés à chaque fois que tu prenais le train? J'y repasse. Moi, j'ai eu zéro souci. Hein. Je suivais mon ami Google Maps et voilà. Il y a 2 fois, j'ai pris le train dans le mauvais sens. Mais c'est pour ceux qui ont suivi quand j'étais sur place et que je vous faisais mes petites stories, c'est ma faute. C'est les moments où j'ai cru que j'étais japonaise et que je pouvais me passer de Google Maps. Et du coup, j'avais regardé vite fait, oui, c'est sur tel quai, c'est bon, je sais où je vais. Hop, je monte dans le train. Et là, je me dis, j'ai un doute. Tu vois, mon cerveau, il se dit, bon, on va quand même vérifier. Je regarde et je vois sur Google Maps, vous savez, le point qui part pas dans le bon sens. Et j'ai fait, ah, bah on va changer de côté. Du coup, bah tu descends, tu attends et tu reprends le truc dans l'autre sens. Voilà. Mais à part ça, franchement, ça c'est le plus grave qui peut t'arriver. Sinon, et puis quand bien même tu te retrouves pas au bon endroit, bah encore une fois, tu descends, tu remontes dans l'autre sens, tu repars. C'est pas grave. Vraiment, c'est très bien fait, c'est très sécure le Japon. Il y aura aucun souci. Pour l'achat de billets spectacle qui nécessite une adresse locale lors de l'achat, comment ferais-tu? Alors du coup, j'ai pas eu ce problème-là parce qu'on m'a jamais demandé. Mais si on m'avait demandé, j'aurais mis l'adresse de mon logement, tout simplement. Est-ce que le service de bagagerie dans les hôtels est fiable pour transporter les valises? Mais il est plus que fiable, il change la vie. Pour ceux qui ne savent pas, au Japon, en fait, bon, déjà, c'est pas super bien vu de se balader avec ces énormes valises dans les transports. Au-delà de ça, tu vas beaucoup marcher, tu vas beaucoup te déplacer, et franchement, si tu fais des stops sur le trajet pour t'arrêter juste une journée ou une demi-journée dans une ville, t'as pas envie de te taper tes grosses valises. Donc il existe des lockers dans quasiment toutes les gares où bah, t'arrives, tu laisses tes affaires dans un locker, ça te coûte que dalle, et bah, tu peux te balader toute la journée sans te soucier de tout ton matos. Mais sinon, tu fais envoyer tes bagages par un service d'envoi de bagages, d'une bagagerie, à ton prochain hôtel et tu peux le faire avec un délai de 7 jours. J'explique. Moi, quand j'étais à Tokyo, après Tokyo, je partais à Nagoya, Takayama, Kanazawa. J'allais me balader un petit peu dans le Japon. C'était hors de question que je me trimballe ma valise soute avec moi. C'est trop. Ensuite, je descendais à Kyoto. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été utiliser ce service. J'ai utilisé la compagnie Yamato. Le logo, tu le repères très bien. C'est un logo jaune avec dedans un gros chat noir qui tient un petit chat noir dans la bouche. C'est trop mignon. Ils sont partout. Ils sont partout. Et si tu fais attention à ce logo-là, tu vas voir que oui, ils livrent partout. Ils sont toujours quelque part en train de livrer des valises. Donc, je vais dans un 7-Eleven, je leur dis moi je vais envoyer ma valise, on fait comment? Ils te sortent le bordereau, tu notes ton adresse actuelle, ils vont prendre les dimensions, le poids, etc. de ta valise. Tu leur demandes de t'aider à remplir le bordereau. Hein. Moi j'étais incapable de le remplir, donc je leur ai donné mes adresses, numéro de téléphone. Ils remplissaient pour moi, j'avais aucune idée de s'ils avaient bien rempli. Mais t'es au Japon, les gens remplissent bien, donc tu t'inquiètes pas. Après, bah, du coup, ils gardent ta valise et tu décides quand est-ce que tu veux la faire livrer. Le lendemain, le surlendemain, etc. Et ça dans un délai d'1 semaine. Donc c'est trop bien. Tu peux pas dépasser 1 semaine par contre, c'est jusqu'à 7 jours plus tard. Donc moi, j'étais à Tokyo, j'ai envoyé ma valise à Kyoto dans mon logement pour dans 7 jours. Et je suis partie me balader avec ma toute petite valise et c'était très bien. Et j'ai refait la même chose quand j'étais à Kyoto, que j'allais partir à Hiroshima, Miyajima, Himeji, etc. Là, tout là-bas. Bah, j'ai envoyé ma valise à Osaka et je me suis barrée. Et je suis revenue et à Osaka, j'étais à l'hôtel, j'ai dit je voudrais récupérer ma valise, est-ce qu'elle est là? Et là, il y avait ma valise dans le hall. À Kyoto, elle était même dans ma chambre, genre devant mon lit, en mode tenez, votre valise. Incroyable. Et ça coûte pas très cher. Ça m'a coûté de mémoire l'équivalent d'à peu près 12 € à chaque fois. Donc je l'ai fait 2 fois. Pour envoyer et garder ta valise pendant 7 jours, c'est pas cher. Question suivante. La valise supplémentaire pour ton voyage, tu l'as prise sur la fin ou au cours du séjour pour les souvenirs? Ça, c'est très drôle. Tout le monde pense que j'ai organisé mon séjour au Japon 1 an à l'avance, tellement il est bien organisé et tout. Je suis un petit peu une meuf à l'arrache. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai appris 1 mois avant que je partais pas en Polynésie, parce qu'avant le Japon, je devais être en Polynésie. J'ai eu un problème. Je suis pas partie en Polynésie, et donc 1 mois avant, j'étais au bout du rouleau, au bout de ma vie, j'avais plus de taf. Je partais plus en Polynésie, j'étais comme ça, et je me suis dit, mais c'est hors de question que mon voyage au Japon, il se passe mal. Et à ce moment-là, je me suis mise sur mes réservations. J'ai commencé à réserver mes hôtels, mes activités et à faire mon séjour à peu près 1 mois avant le départ. Je m'y suis mis fin août et je partais fin septembre. Donc
Voilà, si tu te dis 6 mois à l'avance, oulala, il faut que je réserve, t'inquiète, t'es large. Et du coup, comme je suis un petit peu à l'arrache, j'étais partie avec une valise soute, et moi j'ai une valise soute mais qui est pas très grande. C'est pas les grosses valises, donc elle est plutôt moyenne, et un petit sac de sport à l'épaule. Et en fait, donc dedans il y a mes affaires, et je m'étais arrangée pour que la moitié de ma valise soit vide parce que je savais que je voulais ramener des choses. À l'issue de la première semaine de mon séjour que j'ai passé à Tokyo, j'ai passé toute la première semaine à Tokyo, j'ai tout le détail de mon itinéraire sur une vidéo YouTube, donc tu peux aller voir. Bah en fait ma valise est pleine. La moitié de ma valise là que j'avais regardée, je l'ai déjà remplie de plein de trucs. Des Pokéballs, des goodies, des nanans, à manger, pleine. Et là je me suis dit bon, il va falloir racheter une valise. Donc mon plan était le suivant, c'était d'acheter une valise cabine, comme j'avais déjà une valise soute. Et du coup, mon sac de sport, je le foutais, tu sais, je le remplissais et je le foutais dans ma valise soute, on s'en fout. Et bien du coup, j'ai fait ça et donc je l'ai acheté directement à Tokyo, ce qui fait que c'est la valise soute que j'envoyais dans mes autres hébergements et je partais ensuite juste avec ma petite valise cabine, me balader un petit peu dans le Japon, comme ça j'avais toutes mes affaires avec moi, j'avais quand même un petit peu de place si j'achetais des choses, et puis voilà. Et il se trouve qu'au final, à l'aéroport, à la fin, j'avais ma valise soute en soute, ma valise cabine avec moi, et finalement mon sac de sport, je l'avais sur l'épaule, je l'ai fait passer en bagage à main parce qu'il n'est pas très gros du tout, et c'est passé. Frais aux ATM malgré la carte gratuite en France, type Bourseau, Revolut, etc. Oui, lorsque ça, moi aussi, j'ai été un petit peu surprise, mais c'est comme ça. Il y a peut-être des endroits où il y a zéro frais, mais t'as beau avoir une carte gratuite. Moi, j'ai une carte de chez Bourseau Banque où bah, quand je retire de l'argent, j'ai le droit à 3 retraits gratuits à l'étranger, donc avec zéro frais. Mais par contre, les ATM, donc les distributeurs, eux, prennent quand même une commission de mémoire, je sais plus trop. Je voudrais pas dire de bêtises. Je dirais qu'ils prennent 1000 yens pour 10 000 yens sortis, à peu près. Je crois que c'était ça. Donc oui, ils gardent une petite commission, même si tu as une carte sans frais. D'où l'intérêt d'avoir une carte sans frais, parce que si en plus tu as des frais de 4, 5, parce que je crois que ma banque principale c'est genre 4,9%, et tu es là sur les paiements et les retraits c'est encore plus, prenez une banque en ligne, vraiment prenez une banque en ligne. Moi j'ai des offres des fois Boursorama, donc dites-moi si vous avez besoin d'aide, mais prenez une banque en ligne, ça va vous sauver la vie. Et c'est la dernière question, on y arrive par rapport à ce que je vous ai demandé hier. Est-ce qu'il faut privilégier le cash ou la carte bancaire? Bah déjà, ça va dépendre de ta carte bancaire. Si tu as une carte bancaire avec frais, tu vas privilégier le cash. Si tu as zéro frais, moi, dès que je pouvais payer en carte, bah, je payais en carte en fait. Parce que ça m'évitait de dépenser mon cash et je gardais le cash pour les endroits où j'étais obligée de payer en cash. Et tu gères selon l'avancée dans ton séjour. Si tu arrives à la fin du séjour, tu vois qu'il te reste plein de cash, bah paye en cash. Ou tu peux paye en carte si tu as zéro frais. Moi, tous les paiements, c'était zéro frais. J'allais comme ça, ma CB partout. Et le cash, tu le gardes pour quand tu as besoin. Et quand tu vas arriver les 3 derniers jours, s'il te reste plein de cash, t'inquiète que tu trouveras des choses à acheter, à ramener, à dépenser. T'inquiète. Vraiment, ton argent, tu vas pas le ramener en France, tu vas trouver une solution. Voilà, on a fait le tour des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je referai ce format-là un petit peu de temps en temps. Là, c'est sur le Japon. Je pars bientôt dans une nouvelle destination, donc peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de choses comme ça. C'est un voyage là que je vais faire qui n'a rien à voir, qui est totalement différent, mais qui va être très très cool aussi. Je vais lancer des vlogs sur YouTube pendant ce voyage. Je vais tenter. Alors j'espère que ce sera bien. Je pars dans moins de 3 semaines là. Ça va être trop cool. Je vais aller un petit peu au soleil. Si la vidéo t'a plu, je te le répète, abonne-toi, lâche un like, laisse un commentaire parce que ça me permet d'être mis en avant par YouTube et du coup de pouvoir avoir plus de moyens par la suite pour proposer mon contenu, pour créer, pour voyager et pour faire plein de trucs super cool. Je suis en train d'écrire un e-book sur le Japon, il n'est pas encore tout à fait prêt, mais peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, il le sera. Je te laisse toutes les infos dans la description et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!